Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. Donc c'est un immense plaisir pour nous tous de vous accueillir ici, donc dans l'auditorium de la caserne Vion, pour ce premier événement de lancement, de pré-lancement commercial. C'est vraiment un moment pour toute l'équipe qui est empreint d'émotion. C'est un moment qu'on a espéré depuis un certain nombre de mois. On y est enfin. Et on espère qu'à l'issue de cette présentation, vous aurez partagé tout l'attachement et toute l'émotion qu'on a à porter ce projet, qui est un projet marquant, qui est un projet vraiment structurant pour la ville de Toulouse et pour nous. Et on espère qu'on va réussir à vous transmettre tout ceci aujourd'hui dans cette présentation-là. Donc pour vous faire cette présentation aujourd'hui, nous sommes un certain nombre au pupitre. Donc d'abord, le duo, on va dire, de promoteurs avec Mickaël, qui est mon binôme promoteur, donc qui est président de Sporting Promotion. Donc moi-même, Anna Roche, directrice territoriale de Vinci Immobilier à Toulouse. Nous avons nos directeurs commerciaux à nos côtés, donc Arnaud Sanson, directeur commercial de Sporting Promotion, Nicolas Garonne, directeur commercial de Vinci Immobilier. Et nous sommes accompagnés de par la spécificité de notre opération aujourd'hui par deux experts. Alors un expert juridique, Cédric Vermuse, qui est donc avocat associé au cabinet Rivière, spécialiste des questions de fiscalité en réhabilitation, et un expert architectural en la personne de Pierre-Luc Morel, qui est président de la Maison de l'Architecture Occitanie Midi-Pyrénées. La Maison de l'Architecture qui a vocation à promouvoir et à expliquer l'architecture et qui a beaucoup travaillé sur notamment l'architecture du XXe et qui pourra nous partager un peu sa vision architecturale de ce patrimoine-là. Donc pour introduire notre présentation, il nous semblait important de revenir sur la genèse de ce projet et de vous réexpliquer comment nous l'avons remporté. Parce que ce projet-là de la caserne Vion, à la base, c'est un concours qui a été lancé par la collectivité qui est propriétaire de ce site-là, la ville de Toulouse. Et la ville de Toulouse, elle a lancé un appel à projets à destination des équipes, notamment de promoteurs, en leur posant une question, en leur disant, voilà, nous, on a cet actif-là immobilier à vendre et on souhaite que vous imaginiez le devenir de ce site. Et quand on s'est rapproché avec Sporting Promotion pour imaginer cette histoire-là, il nous est vite apparu qu'on avait des enjeux forts à traiter sur cette caserne, cette ancienne caserne de pompiers, avec notamment une question d'abord patrimoniale. Cette caserne de pompiers, je pense que vous tous dans la salle, vous avez un rapport un peu particulier à celle-ci. Tout le monde a une histoire à raconter sur la caserne Jacques Vion. Soit parce que vous y êtes jamais rentré et que du coup c'est la première fois aujourd'hui où vous avez déjà eu l'occasion de venir sur la journée des patrimoines. Soit parce que tout petit, vous aviez un copain qui avait un papa pompier et que vous êtes venu jouer dans la caserne. Soit parce que vous avez eu malheureusement un accident dans votre vie et vous êtes venu remercier les pompiers une fois ici. En tout cas, c'est un lieu, quand on a commencé à y travailler, dont on a mesuré la charge affective qu'il représente auprès de tous les Toulousains. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant dans le projet qu'on a porté depuis le début et ce qu'on traduit par cette volonté de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la caserne. Parce que la caserne Jacques Vion, c'est un patrimoine exceptionnel au niveau architectural, inscrit au monument historique, mais c'est également un patrimoine qui existe dans tout l'imaginaire, dans toute la mémoire collective des Toulousains et qu'on souhaite valoriser. Donc c'est à la fois un projet de valorisation architecturale qu'on souhaite porter et à la fois un projet de valorisation de la mémoire du site. Le deuxième axe qu'on a porté de manière forte auprès de la ville, et le constat que vous partagerez facilement avec nous, c'est que cette caserne,
et c'était son usage initial, et c'était bien normal, elle était très fermée sur la ville. Donc c'était véritablement une enclave urbaine très grande qui va des allées Charles de Fitte à la rue Sainte-Lucie derrière. Et c'est un site qui, malgré tout, est très peu parcouru, a très peu été parcouru par les Toulousains. Et on a très vite identifié qu'on avait un enjeu d'ouverture de ce site, qu'il avait un potentiel immense pour accueillir des fonctionnalités diverses. Et on a voulu tirer le fil un peu de l'histoire de la caserne, parce qu'une caserne, c'était une mini-ville. Et donc notre ambition, c'est de faire de cette mini-ville de caserne une mini-ville mixte avec des fonctionnalités diverses demain. Et donc, à cet endroit, sur ce site, on veut trouver vraiment une multifonctionnalité. On veut qu'il y ait plusieurs usages et on veut que ce soit un site qui vive intensément et qui devienne un véritable lieu de destination, d'intensité à l'échelle de la rive gauche et à l'échelle de Toulouse dans son ensemble. On reviendra dans le détail sur les fonctions après. Troisième axe de notre projet, troisième principe, c'était de se dire qu'on allait avoir l'occasion unique de pouvoir développer un projet de logement réhabilité, et c'est ce qui nous anime aujourd'hui au sein de cette caserne. Et il nous est apparu très clair dès le début que ces logements, nous souhaitions que ça ne devienne pas des logements lambda, et on voulait absolument que ces logements, ils tirent parti, ils tirent l'histoire en fait du site, et qu'on puisse, dans ces logements-là, se dire que ce sont vraiment des logements qui ont été construits dans les années 70, qui ont des qualités qui sont réelles, qui sont à affirmer, à développer, et qu'on puisse, quand on les livrera, quand on pourra les voir, se dire vraiment ce sont des logements qui sont réhabilités et on n'en aura pas fait des logements neufs. On veut vraiment en cultiver ce supplément d'âme qu'ils contiennent aujourd'hui, qui est à valoriser, parce que dans l'état actuel, forcément, ils sont à revaloriser, et qu'on puisse en faire un projet de logement unique. Et enfin, notre quatrième axe de projet, il s'appuie sur la dimension du site. C'est un site qui est très grand, et c'est un site qui, historiquement, de par sa fonction de caserne de pompiers, est très artificialisé. Et il nous donne l'opportunité unique de pouvoir créer un poumon vert assez exceptionnel de par sa taille, puisqu'on va pouvoir, par notre projet, revégétaliser 2500 m² de parc à l'intérieur de la caserne. Et pour que vous ayez en tête un comparatif, le cœur d'îlot de la caserne Vion, il a la taille de la place Saint-Georges à Toulouse. Donc ça vous donne le potentiel d'activation, d'usage et vraiment d'urbanité que ce site peut proposer et offrir à tous ses usagers et futurs habitants. Voilà pour les 4 axes qui, nous en sommes sûrs, nous ont fait remporter cette consultation. La ville voulait absolument, pour céder cet actif, que les équipes puissent proposer une solution qui soit complète et qui permette à la fois de valoriser le patrimoine, mais également d'apporter à la ville dans son ensemble. Donc, on va vous présenter rapidement l'équipe qui porte le projet, avec donc d'abord notre tandem de promoteurs. Pour vous dire, vous nous connaissez, je pense tous, mais quand même, vous dire qu'on a voulu s'unir autour d'un principe de complémentarité entre un très bon promoteur régional qui a déjà fait ses grandes preuves en termes de qualité de livraison, qualité de réalisation, ambition de projet, avec des projets atypiques, du multiproduit, une casquette d'exploitant qu'on retrouvera plus tard, donc avec un profil de promoteur très diversifié. Et Vinci Immobilier, après promoteur national. Donc on a vraiment des complémentarités fortes à proposer au projet avec ce tandem-là, animé par quelque chose qui est vraiment un ADN commun de notre forte qualité de livraison. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que vous avez tous en tête et qui est important pour tous vos clients. Nous sommes accompagnés dans cette aventure par toute une équipe de maîtrise d'œuvre qui est portée par l'agence Col de Fie, qui sont des architectes basés à Paris,
qui ont déjà eu à activer des sites à forte valeur patrimoniale et avec des mixités d'usage, comme la référence qu'on voit ici de Garage à Lille, accompagné par APGO, qui est notre architecte du patrimoine, du fait que notre bâtiment soit inscrit au monument historique. Et nous avons un paysagiste en la personne de Coloco, afin de pouvoir traiter avec ambition toutes les thématiques de cœur d'îlot notamment, vu le dimensionnement qu'on évoquait à l'instant. Sur les thématiques donc fiscalité et gestion, donc nous sommes accompagnés et toute l'opération de monuments historiques est accompagnée par le cabinet Rivière et Associés, donc représenté par Cédric Vermuse aujourd'hui. Et l'opération donc sera également gérée en gestion par Tourny Gestion en binôme avec le cabinet Rivière. Alors, la localisation. Aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu redondant de vous dire où nous sommes, vu que nous sommes in situ en présentation. Néanmoins, nous étions convaincus qu'il fallait reparler de cette situation-là, parce que quand on parle de produits monuments historiques, généralement, on n'est pas en centre-ville. Et pas en centre-ville, et encore moins de la 3e ville de France. Donc, vraiment, pour nous, le sujet de positionnement, il est là. Nous sommes dans l'hypercentre de Toulouse. On est dans le quartier Saint-Cyprien. Nous avons tout à proximité. Vous connaissez le quartier très bien. Nous avons le marché à proximité, le métro, le tram. Nous avons juste à côté toutes les aménités portées par la Garonne, le Grand Parc Garonne, la Prairie des Filtres, le musée des abattoirs. Nous ne sommes pas loin de la place du Capitole. Donc l'emplacement du monument historique est vraiment exceptionnel. Avant de continuer sur la partie patrimoine et architecture, je vous propose de faire un rapide tour de site afin que vous puissiez imprimer les vocables qu'on utilise pour décrire le site. C'est un site qui est complexe. Vous n'allez pas d'emblée vous repérer, et c'est normal. Nous, on a mis plusieurs semaines à comprendre toute la complexité de la caserne. C'est vraiment un site qui a une composition assez complexe. Donc, en passant rapidement, donc on va commencer par le bâtiment logement, qui est le bâtiment sapeur. Donc, c'est la grande barre de logement R+12 qu'on voit ici, qu'on ira visiter bien sûr. Donc, bâtiment sapeur, logement. Le bâtiment célibataire. Vous avez vu que les pompiers à l'époque étaient très segmentés dans leur destination de logement. Donc, le logement célibataire qui est derrière, donc le numéro 2. Le bâtiment logement dédié aux officiers, donc qui est sur les allées Charles de Fitte. Donc là, on a fait avec les trois bâtiments qui étaient dédiés au logement. Le bâtiment 4, halle du grand matériel, c'est la halle que vous connaissez tous, qui accueillait les camions et qui est ouverte sur les allées Charles de Fitte. À l'arrière, de l'autre côté du cœur d'îlot, le gymnase de la caserne. Le 6, là où nous sommes, l'auditorium. Le 7, là où vous avez bu le café d'accueil, la cour d'honneur, qui est vraiment un des cœurs du monument historique. Le 8, qui sera le cœur d'îlot végétalisé, c'est la cour des manœuvres, qu'on parcourra tout à l'heure. Les ateliers en rez-de-chaussée, en socle du bâtiment sapeur. Le bloc administratif qui est de l'autre côté de la cour des manœuvres, que vous avez dû repérer en buvant le café avec une grande baie vitrée au-dessus. La tour de séchage des tuyaux, donc qui est cette grande tour qui émerge au sein de la cour des manœuvres. La station-service de la caserne. La piscine à l'arrière du site. Et enfin, à l'arrière, la fosse de plongée, qui était la fosse de plongée d'entraînement des pompiers. Voilà, donc c'était un rapide tour de site pour que vous commenciez à vous repérer géographiquement à l'intérieur de cet ensemble magnifique. Et je vais passer la parole à Pierre-Luc Morel, du coup, qui est président de la Maison de l'Architecture et qui va nous parler un petit peu du courant
architecturale dans laquelle se positionne la caserne et notamment l'architecte Pierre Debeau qui a réalisé la caserne dans les années 60 et début années 70. Merci. En effet, Pierre Debeau, donc architecte de cette œuvre architecturale, puisque nous nous situons aujourd'hui dans un véritable chef-d'œuvre d'architecture, issu du mouvement moderne et singulièrement du mouvement brutaliste, qui porte un nom singulier parce qu'il renvoie à l'aspect brut des matériaux et essentiellement le matériau béton, qui ici est ouvragé d'une façon savante, et c'est en cela que cette architecture a été définie comme étant inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est une architecture savante réalisée donc par Pierre Debeau. Alors pourquoi le mouvement moderne a créé cette rupture avec la tradition constructive en France? C'est parce que ce mouvement moderne, il devait exprimer les promesses de l'évolution de la société liée à la révolution industrielle. Et il y a la figure tutélaire de ce mouvement moderne, c'est Le Corbusier, qui, dès 1918, a écrit un manifeste qui s'appelle « Vers une architecture » et qui a défini cette nouvelle façon de construire à partir de 5 points. Vous avez sans doute en tête quelques bâtiments de cette époque moderne manifestes, comme la Villa Savoie, avec donc des bâtiments qui sont construits sur pilotis, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des plans libres, ce qu'on a appelé des plans ouverts, c'est-à-dire libres de porteurs, qui permettaient d'avoir des façades libres et donc des fenêtres en bandeau, et le tout couvert avec des toits terrasses. Donc on a ici quelques exemples du mouvement, enfin de cette architecture issue du mouvement moderne. Et ici, donc singulièrement, c'est l'œuvre majeure de Pierre Debeau que l'on va pouvoir visiter. Peut-être la... Alors, Pierre Debeau, c'est un architecte qui est très intéressant parce que c'est un architecte passionné de musique, passionné de géométrie et passionné de mathématiques. Et en réalité, ce projet va être pour lui la synthèse de ces arts qu'il va exprimer grâce à un matériau qui, lui, autorise des formes et des mises en œuvre nouvelles qu'il va expérimenter ici avec donc le béton, ses voiles minces, ses formes à double courbure, et il va ici utiliser beaucoup une figure géométrique qui est la paraboloïde hyperbolique, et avec une difficulté, c'est de faire correspondre ces formes entre elles pour qu'il n'y ait pas de rupture géométrique dans les espaces que l'on va visiter. Donc on le précisera plus tard. Pierre Debeau, c'est un architecte qui a commencé à travailler très tôt au Pic du Midi, pour l'Observatoire du Pic du Midi, là où il y avait à 3000 mètres d'altitude ou un peu moins, peu de matériaux disponibles. Et donc c'est là où il va expérimenter l'emploi du béton et de la pierre. Et plus tard, il aura l'opportunité de réaliser ces formes incroyables que l'on va voir tout à l'heure. Et il aura également, à l'occasion de ce projet, expérimenté une forme, ou en tout cas une technique de construction nouvelle qui fait l'objet d'un brevet, qui est représenté ici, qui sont des structures tridimensionnelles qui portent les toitures, qui sont ce qu'il appelle des structures auto-tendantes, c'est-à-dire que ce sont des structures qui n'ont pas de fin, qui peuvent se multiplier à l'infini. Alors, peut-être là, pardon, merci. Donc, on l'a dit, alors ici on se trouve donc dans la salle de formation des pompiers, puisqu'ici c'est un ensemble immobilier qui, là aussi c'est assez singulier et intéressant à remarquer, c'est une mini-ville d'une certaine façon, puisque ici on regroupait l'ensemble des fonctions liées donc à l'activité des pompiers, c'est-à-dire la formation,
la remise des véhicules, qu'on verra tout à l'heure, les ateliers de réparation, la tour de séchage, qui est assez singulière, le gymnase, la piscine, et puis la formation, puisqu'ici c'était donc une salle de formation, avec donc l'aspect brut du matériau, et puis au plafond, ça n'est pas un décor, c'est simplement que l'architecte a laissé le coffrage en place. Et on voit bien là, ici, qu'il s'agit bien de la mise en œuvre de matériaux bruts tels que définit le courant brutaliste. Peut-être la suivante. Alors, ce projet, il est aussi intéressant parce qu'il se situe dans un contexte toulousain qui est assez intéressant d'un point de vue de la production, de l'architecture du mouvement moderne. Vous avez quelques exemples en ville de ce courant architectural avec les archives départementales, le monument à la gloire de la Résistance. Qui connaît le monument à la gloire de la Résistance? Qui est déjà allé dans le monument à la gloire de la Résistance 1? Voilà. Alors, je vous invite à y aller. C'est un bâtiment qui est très peu connu parce qu'il est en fait lui-même caché puisqu'il est au bout des allées Frédéric Mistral. Et comme son nom l'indique, c'est un bâtiment donc à la gloire de la Résistance puisque ce lieu est un haut lieu de la Résistance toulousaine. Et il est réalisé comme ici avec du béton brut. Et il y a une scénographie qui est très intéressante puisque en fait vous plongez sous la voie et vous ressortez côté jardin des plantes. Donc allez-y, ça vous donnera l'occasion de mieux comprendre peut-être quel est ce mouvement brutaliste. La cité Roguet et les parkings marchés qui étaient dans les années 60 une vraie promesse de modernité puisqu'on avait associé à ce moment-là le parking et le marché qui était très novateur à l'époque. Le marché Victor Hugo, c'est le premier péage en France de parking réalisé. Voilà. Merci. Merci Pierre-Luc. Donc on revient sur cette taxonométrie du projet où on va commencer à vous détailler les usages, merci, les usages que l'on a fait des lieux qu'on décrit Anna auparavant. Donc les trois bâtiments, bâtiment sapeur, bâtiment célibataire, bâtiment officier, sont les trois bâtiments sur lesquels, rénovés sur lesquels le MH, les logements MH sont déployés. Et donc, vous verrez, c'est une opération qu'on va lancer en tranche, on y reviendra un peu plus tard. En lieu et place de la piscine qu'on n'a pas pu garder, ça fait partie des questions, mais c'était, alors vous ne le verrez peut-être pas parce qu'elle a été bien sécurisée maintenant, mais on verra si on avait vu quand même. Mais c'était un monstre puisqu'elle avait 5 mètres de profondeur, elle était complètement inconservable dans les standards d'aujourd'hui. Donc on a un petit bâtiment de logement neuf qui a été déployé, dont l'architecture est en rupture totale avec le projet, puisqu'on n'a pas voulu essayer d'imiter ce qu'était la caserne. La partie bureau, donc, qui se situe au R+1, donc on a 2 plateaux de bureaux d'environ 400 mètres carrés qui sont à la commercialisation. On le fera dans un second temps, dans les mois qui arrivent. Mais on a 2 plateaux de bureaux qui sont découpables et qui ont des qualités intérieures qui sont superbes aussi. Voilà. Les ateliers donc, se déploient au pied de ce bâtiment sapeur, vous le verrez, des ateliers qui seront plutôt finalement des bureaux. On pense que leur vocation sera plus des bureaux que des ateliers. Ateliers, c'est leur nom historique, mais globalement, c'est des surfaces bureaux rez-de-chaussée très découpées, et là aussi avec des espaces architecturaux et des doubles hauteurs qui sont très intéressantes. Et vous verrez, il y a différentes tailles. Là, halle au grand matériel sur lequel on va développer un restaurant, donc ça fait partie des questions et on vous en parlera un peu plus en détail, mais qui ne sera pas une halle gourmande, qui sera quand même dans une thématique plutôt de restauration grand format. Un club de sport qui va se déployer sur le gymnase, en lieu et place du gymnase. On en reparlera également. Cet espace auditorium que l'on va faire évoluer en salle de spectacle, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu parce qu'on est rentré par la cour d'honneur, mais elle a un accès direct sur les allées Charles de Fitte, donc qui lui permet d'être autonome et qui aura une double fonction, et conférence et spectacle. Et le parc urbain, donc l'ancienne cour des manœuvres, qui est à l'intérieur. Donc ça va continuer à vous figer les espaces pour qu'on visitera
pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, une vue drone, donc vous situez, j'imagine, où on est sur la cour des manœuvres. De l'autre côté, j'ai un pointeur. Parce que, voilà. Donc là, on a les allées Charles de Fitte et nous, on est finalement derrière. Là. Donc ça, c'est la halle au grand matériel et le fameux restaurant, la cour des manœuvres, la tour de séchage des tuyaux et le bâtiment neuf qui est à l'arrière. Là, petit à petit, vous allez vous repérer. Donc quelques chiffres. Donc là, on est sur le plan masse toujours, hein, avec toujours les allées Charles de Fitte. Et nous, on est dans l'auditorium qui est ici. Vous avez été accueillis ici. Donc on a 171 logements, 147 en MH, 24 en logement neuf, 1600 m² de bureaux, sont compris les ateliers dans les bureaux, donc entre les plateaux et les ateliers, 1100 mètres de restauration, 500 mètres de club de sport, 300 mètres de salle de spectacle et 2500 mètres de parc urbain. Pour figer un peu les espaces, et on a parlé de dimension, c'est vrai que c'est une opération qui a de la dimension, qui est importante. Donc en lieu et place de la halle au grand matériel, donc on aura un grand restaurant avec une double terrasse, une côté Charles de Fitte et une côté jardin. Et donc on ne peut pas dévoiler encore les exploitants, mais quand on vous le dévoilera, vous serez content. Pas vous dire mieux. Et ça, c'est sûr. Mais donc qui en fera un vrai lieu de destination avec la volonté d'être évidemment ouvert le midi et le soir et d'avoir de l'activation en journée. Mais on n'ira pas, enfin le concept sera peut-être un peu à mi-chemin entre la halle gourmande et la restauration, mais plus proche de la restauration. Ce n'est pas une cartoucherie bis comme on l'a entendu. Ça sera mieux. Pardon, je suis devant la caméra. Je continue. Donc là, une salle de sport qui va être thématisée sur un petit peu les nouvelles pratiques, donc du cycle, du crossfit, de l'Aerox pour la partie dynamique et du yoga et du pilate, puisque vous verrez, il y a 2 espaces dans ce gymnase qui déploient les 2. Et une partie musculation cardio-training qui sera sur les étages. Bon, je ne peux pas vous dévoiler l'exploitant, mais il est dans la salle. Il est dans la salle et il parle avec un micro. Alors, ce qui n'était pas le cas pour le premier coup. Vous avez noté que je ne l'ai pas dit. Parce que c'est pas... Donc la partie auditorium avec la vraie volonté d'avoir cette double fonction, mais conférence et spectacle et stand-up. Et c'est vraiment donc là, on discute aussi et on a des partenaires qui nous accompagnent. Là aussi, je ne peux pas encore le dévoiler. Ça viendra, mais c'est vraiment l'idée d'arriver à faire une vraie scène connue à Toulouse. Et des lieux comme ça, quand on les réaménagera un petit peu, sans toucher bien sûr aux façades, c'est vrai qu'on là aussi, on croit qu'il participera vraiment à la destination du site et qui renforcera l'investissement de vos clients. Et enfin, ce qu'on a appelé le parc urbain, mais globalement l'espace vert central, hein, dont vous imaginez bien qui va être le cœur, le poumon de ce projet, avec le gymnase donc, qui sera ici, qui vivra dessus, le resto qui vivra dessus, les ateliers, les bureaux, les logements. Donc on voit... On va y mettre des jeux d'enfants, on imagine, c'est vrai qu'on a fait référence à la place Saint-Georges en termes de dimension, mais peut-être en termes d'activation, toute proportion gardée, c'est un peu la volonté aussi que les fonctions se retournent sur ce parc et que se mêle voilà, tout un public très varié, mais qui évidemment le soir par contre, on sera dans un environnement fermé, sécurisé et plus accessible. Ça restera un espace privé malgré tout. Les bureaux, donc là, c'est une perspective de la partie atelier que vous verrez, donc où on commence à voir aussi ces subtilités architecturales qui donneront des lieux de travail un peu atypiques et que finalement tout le monde cherche un peu. Et là, vous pourrez basculer de vendeur à client, si ça vous intéresse, de mettre vos bureaux.
Donc la partie logement, avec, on l'a redit, les 3 thèmes, le bâtiment sapeur, le bâtiment officier, le bâtiment célibataire, les 3 bâtiments MH. Et pour introduire, vous avez vu qu'on a, dans les perspectives, mis du mobilier un petit peu années 70. C'est ce qu'a dit Anna, c'est le thème. Ce qu'on souhaite, donc on a appelé ça la logique néo-rétro. Donc on peut finalement, c'est un petit peu comme la Mini, comme le SMEG, comme la Renault 5, un petit peu, c'est la volonté de remettre au goût du jour des anciennes réussites. Et globalement, c'est un peu pareil ce qu'on veut faire dans la décoration des logements, c'est reprendre le meilleur des années 70 et de remettre donc, par détail dans la décoration de logements qu'il y ait cet esprit des années 70 qui soit retrouvé. Donc on est accompagné d'une archi d'intérieur et donc évidemment voilà, la cuisine, les matérialités de sol, de murs redonneront ce style que finalement il y a peu de produits qui ont. Et avec la vraie idée de ne pas reproduire du logement neuf. Parce qu'on a la qualité du neuf dans la disposition des logements. Ça, c'est un gros avantage, parce que souvent dans le MH, au-delà d'être mal placé, ce qui n'est pas notre cas, et en plus, il y a des configurations d'appartements qui sont souvent moyennes du fait de l'histoire du site. Et nous, on a une histoire de site qui est issue du courant moderniste, donc du coup, qui a des fonctionnements de logement qui sont parfaits, vous allez le voir un peu plus tard. Et donc, si on y rajoute ce petit style et cette petite déco, on est convaincu que ça fera des super logements. Bon, voilà, donc en détail, on y reviendra, mais on a la volonté de peindre un mur qui sera sur 3-4, qui sera au choix sur des thèmes de couleurs précis. On mettra des brasseurs d'air parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre de climatisation puisque la façade est classée. Mais vous verrez que la grande majorité des logements sont traversants. Donc entre les brasseurs d'air et le fait d'être traversant, on sait résoudre les problématiques de chaleur. Donc on mettra voilà, sur les mobiliers de salle de bain et de cuisine, tous ces détails, des placards avec des façades en bois, on ne retrouve pas la logique du placard du logement neuf. Bon, voilà, donc on va s'atteler et on s'attelle par ces petits détails à donner ce style néo-rétro qui va renforcer un peu l'histoire et le discours global du projet. Je vais laisser les directeurs commerciaux présenter maintenant le cœur du réacteur. C'est parti. Merci. Ouais, Michael le soulignait avant juste de parler du phasage des tranches de l'opération et des lancements commerciaux. Tu le soulignais, Mika, mais avec force et raison. On est vraiment sur un monument historique qui est particulier. Moi, je suis attaché, quand je vous parle en visio, et je sais que Nicolas le fait également, à souligner le fait qu'au monument historique, ça ne veut pas simplement dire rénover des logements du 16e, 17e, 18e siècle. C'est aussi rénover des logements qui font partie d'un patrimoine architectural français. On y est. Notre spécialiste de l'architecture l'a souligné. On va d'ailleurs, pendant la visite, pouvoir vous montrer tous ces éléments architecturaux qui sont bien précis et qui permettent de dire que oui, on est vraiment face à un MH. Tu le soulignais aussi, l'idée c'est de, comme le disait également Anna, on est face à un immeuble des années 70, on n'est pas dans un ancien couvent, ni dans un château, donc aucun intérêt de mettre des moulures au plafond ou en soubassement. L'idée c'est de faire revenir en effet dans les logements cette empreinte des années 70 qui est forte, qui en plus est d'actualité. Je crois que c'est Renaud qui dit qu'il faut regarder dans le rétroviseur maintenant pour inventer l'avenir. C'est ce qu'on va faire également, c'est regarder dans le rétroviseur pour en faire quelque chose de contemporain et de différent. Opération qui est ambitieuse, 147 logements, c'est pas un petit projet, c'est un gros projet, outre la partie tiers-lieux et services, une grosse opération. Du coup, mais on a fait le choix également, pour se donner la possibilité d'avancer avec du rythme et avec aussi de la raison, de phaser cette opération en 3 mouvements. Le premier, Nicolas, c'est la tranche 1, elle va être lancée commercialement la semaine prochaine. Donc on clôturera sur la date précise à la fin de la session. C'est sur le bâtiment Sapeur. Donc c'est le fameux bâtiment en R+12 dont on vous parle. Ce bâtiment, il est en fait réalisé ici avec 3 cages d'escalier. Alors il a une particularité, c'est que là aussi ce sont les normes pour les pompiers qui devaient pouvoir arriver directement jusqu'au camion en un temps record, ce qui fait qu'on avait plusieurs cages d'ascenseur par bâtiment, et donc on a cette chance d'avoir un bâtiment qui est phasé et qui pour le coup est plutôt facile à réaliser, à découper. Donc cette première phase de commercialisation, c'est 68 logements.
On parle de particularité MH, on parle d'une chance MH d'être en plein hypercentre de la 3e agglomération française. On a aussi la chance d'avoir une cote-part travaux de 77%. Là, pour le coup, outre le fait d'être merveilleusement bien placé, on a une cote-part travaux qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus dans ce type d'opération. Planning du lancement commercial, je l'ai dit, donc c'est la semaine prochaine. L'actabilité, puisque on sera définitivement propriétaire de l'emprise au mois de novembre, ce qui permettra de pouvoir commencer les actes dès le mois de novembre. La SL, avec le concours du cabinet Rivière, sera elle également montée. Donc les clients pourront adhérer à la SL dès la fin d'année 2026, ce qui veut donc dire qu'on est là en face d'un projet avec un impact fiscal sur le revenu global 2026, donc directement sur la feuille d'impôt de l'année prochaine. Et la mise à disposition, puisqu'on ne parle pas de livraison, mais de mise à disposition des logements, s'effectuera pour cette première phase au premier trimestre 2029. Allez, je prends la main sur la tranche 2. Donc la tranche 2, donc vous le voyez, qui est juste à droite des bâtiments sapeurs. Donc là, on sera sur une mise en commercialisation prévisionnelle au premier trimestre 2027, avec une actabilité aussi qui sera sur la même année fiscale en 2027. Là, c'est 36 logements et on retrouvera, pareil, on va les visiter après, notamment des appartements qui seront traversants avec des T1, des T2 et T3, T4 aussi sur cette tranche. Ouais, juste préciser, peut-être Nicolas, c'est que là, ça va dépendre de vous, j'aurais presque tendance à dire, sur ce lancement commercial. On l'a phasé encore une fois pour pouvoir travailler, entre guillemets, dans le confort et de rythmer l'opération. Pour autant, si vous êtes tous extrêmement bons dans l'accompagnement de l'opération, ce lancement commercial qui est prévu, à notre sens, à Nicolas et moi, très tard, puisque c'est dans 1 an, on est tout à fait capable de pouvoir le mettre en œuvre dès le mois de septembre et donc de pouvoir continuer à alimenter cette mécanique. Vous l'avez compris, c'est un seul bâtiment qui a été phasé, donc très très facile pour nous de pouvoir engager les travaux dans la même période. Ouais, juste particularité aussi de ce projet, hein, donc comme l'a assez répété, c'est vraiment l'emplacement qui est aujourd'hui le plus différenciant. Parce que quand on fait aujourd'hui une recherche au national, on retrouve des zones qui sont plutôt en B1 voire B2 et on révise souvent notre géographie avec des communes qui ne sont pas forcément connues. Et aujourd'hui, en tout cas sur les estimations, les échanges qu'on peut avoir, on sait que sur cette opération-là, on va arriver à faire entre 30 et 35% de résidence principale. Cédric Vermus nous en parlera tout à l'heure, avec aussi un vrai intérêt fiscal en étant en résidence principale. Donc ça aussi, c'est une vraie chance sur le projet, hein, parce que souvent, quand on est à MH, on a 100% d'investisseurs et 100% de MH. Très peu de communes qui sont amenées à faire de la résidence principale ou avec des décrochages de prix aussi qui sont trop importants. Là, pareil, hein, sans tout dévoiler, on sera aujourd'hui sur un produit qui sera convoité par les investisseurs et de la résidence principale, ce qui est une chance aussi énorme pour la commercialisation. Dernière tranche, Nicolas, ce sont les 2 bâtiments officiers et célibataires qui sont donc qui sont de part et d'autre de cette cour d'honneur. 43 logements, là on sera sur de la petite typologie, on finit par ces 2 bâtiments. Vous l'avez compris, d'un côté c'est les célibataires, donc on n'avait pas à leur mettre des T3, et puis la partie officier, c'était proche des bureaux, c'était en effet pour eux un confort également d'accessibilité. 74% de code par travaux, on reste dans la même épure de l'intérêt fiscal. Planning du lancement commercial, là pour le coup, et de façon certaine, on sera sur début 2027 ou mi-2027. L'actabilité, elle arrivera dans la foulée pour une livraison donc là, de la dernière tranche et une ouverture très certainement qui sera concomitante avec la partie restaurant et le reste des services pour le tout début 2030. La grille de prix, on va vous parler uniquement de cette première tranche, puisque ce qui nous intéresse, hein, c'est le lancement commercial de la semaine prochaine. Donc vous leur remarquerez 5 typologies à proposer à vos clients investisseurs et accédant à la propriété, du T1 bis jusqu'au T4. Alors on a la chance en plus aujourd'hui d'avoir réussi, malgré le fait qu'on est sur des trames qui sont figées, hein, c'est un bâtiment qui est existant, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne travaille pas les façades, on ne peut pas bouger réellement les cloisons, mais on a réussi à 95% de l'opération à ramener des chambres de minimum 9 mètres carrés, donc de faire passer toutes ces typologies de T1 bis qu'on avait initialement dans une famille de T2. Je ne vais pas vous faire la déballe, vous l'avez compris aussi bien que moi, c'est la rentabilité locative également qui va qui va être soutenue par ce type de modification. Donc 5 T1 bis, 15 T2, 16 T2+, T3 et T4, vous avez les prix de vente qui sont affichés
Ici, ce sont des prix de vente qui sont moyens, donc bien évidemment, on ne dévoilera pas la grille définitive avant la semaine prochaine. Tout le monde partira sur un pied d'égalité. Et puis, on a également 2 autres familles, que sont les familles ANA Loc 1 et ANA Loc 2. Donc là, c'est aujourd'hui des logements qui sont conventionnés ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour lesquels vous allez retrouver également une différenciation de prix. Pourquoi ? Parce que l'idée forte, c'est de pouvoir faire en sorte de proposer à vos clients non pas simplement un logement, mais aussi une épargne qui soit considérée comme étant équivalente, qu'on soit en MH, en Loc 1 ou en Loc 2. C'est donc dire qu'on a fait le travail sur le bilan et sur cette grille de prix, de sorte à pouvoir décoter ces logements, étant donné que là, pour le coup, comme le conventionnement est mis en place, on a un plafonnement de loyer qui n'existe pas sur le lit, puisque Toulouse fait partie de ces communes en France où on n'a pas d'encadrement des loyers. On aura aussi un encadrement des revenus des locataires qui n'est absolument pas un frein. Toulouse est en zone A. En ANA Loc 1, un couple avec 2 enfants, c'est 90 000 € de revenus nets. Et en ANA Loc 2, on est à 70 000 €, un couple pareil avec 2 enfants. Donc il y a une vraie opportunité pour vos clients, effectivement, à prestations et produits équivalents. Vous voyez qu'entre le MH classique et le ANA Loc 2, on a quasi décoté les prix de 50 000 € pour le même emplacement, le même bien, parce que ce sont des colonnes qui sont équivalentes. Donc il y a une vraie opportunité. Et effectivement, on a sur la première tranche une vingtaine de lots qui seront susceptibles d'intéresser vos investisseurs. Ouais, je conclurai cette partie, Nicolas, sur la partie ANA que... une fois passé votre engagement de location, du respect des loyers qui sont encadrés dans le cadre de la convention, vous aurez capacité à pouvoir faire remonter le loyer. Alors là, je ne vais pas tout dévoiler. Cédric Vermuse et les équipes du cabinet sera à votre disposition, là ici également pour le conseil, mais sur une période maximale de 6 ans pour revenir à un marché locatif, le marché actuel, ou du moins le marché projeté. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette obligation, comme dans d'autres logements, de respecter des pourcentages qui sont extrêmement faibles. On récupère une rentabilité locative beaucoup plus importante, Nicolas, tu viens de le dire, 50 000 € moins cher par logement, et à terme, j'aurai un revenu locatif qui sera ISO à mon voisin qui aura acheté du MH libre. C'est dire qu'en effet, c'est plus une opportunité qu'autre chose. Juste pour revenir on a fait tourner aussi avec Arnaud toutes les simulations, donc ça vous les verrez sur du produit MH, on a des efforts d'épargne qui sont inférieurs sur des durées de 20 ans sur l'ANA Loc 1 et sur l'ANA Loc 2 par rapport au MH. Donc pareil, ça sur de l'investissement, on sera là aussi pour vous accompagner et vous aider si besoin. On rentre dans le sujet des plans. Tout à l'heure, Michael vous en a parlé. Le MH, généralement, et moi je repointais le fait que les anciens couvents, les saltos, les manoirs, ça vit très généralement avec des pièces en enfilade, c'est assez complexe. En termes d'ouvrants, étant donné que c'est classé, vous ne touchez pas aux façades pour le coup. Vous avez généralement également probablement des problématiques d'exposition et de luminosité. Là, vous le voyez, pour ceux qui ont l'habitude de traiter du neuf, vous êtes quasiment en face de ça. C'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité du logement qui est complètement induite au découpage, puisque c'est de la caisse rectangulaire. Vous allez le voir aussi quand on va visiter. La chance qu'on a, c'est qu'on a des ouvrants sur la quasi-totalité de la longueur des façades. Donc on a des logements qui sont extrêmement lumineux, et ce qui nous permet de pouvoir avoir en plus des typologies qui sont pour certaines compactes, mais qui sont vraiment optimisées. Là, on a par exemple l'exemple d'un appartement T1. Oui, et parenthèse, 85% des logements vont disposer également, même pour les petites typologies, d'un accès sur l'extérieur, donc de petits balcons, petites terrasses qui sont sous forme de loggia, puisque à l'intérieur des façades. Donc on a ici un T1, je ne vais pas vous insulter à vous dire où se trouve la chambre, où se trouvent les toilettes, vous le voyez sur le plan. T2, donc on en a 2 des T2. On n'a pas encore donné de terminologie à cela. On les a appelés pour T2, T2+, on verra ce qu'on en fait, Nicolas. On a du T2 dit un peu compact, 31 mètres carrés, 54. C'est ce que je vous disais, c'est qu'initialement, on a quand même fait un travail sur les cloisons et sur l'aménagement, de sorte à pouvoir récupérer une chambre de 9,25 mètres carrés. Et vous le voyez ici, aucune perte d'espace. On a une porte d'entrée qui arrive directement au niveau du séjour de la cuisine, avec un toilette séparé, une WC une salle d'eau qui elle est directement connectée à la chambre. Donc vraiment une fonctionnalité qui est claire, une lisibilité qui est extrêmement simple. Ces fameux T2+, on est sur à peu près le même type de logement, une chambre qui est un peu plus grande, un peu plus de confort à l'intérieur de la chambre. Par contre, on a une partie cuisine qui est séparée, qui est même fermable, avec un coin repas qui pour le coup est séparé de notre T2 qui était un peu plus compact sur le plan précédent. Les logements T3, bon,
Pas de question, il y a une salle d'eau, il y a des WC, il y a des chambres, il y a un séjour. Toujours une loggia, on la voit ici, de 5 mètres carrés. Et puis les T4 qui, eux, si je devais revenir sur le plan d'étage qu'on a vu tout à l'heure, le plan synoptique, le plan de repérage, bah, c'est la fusion d'un T1 et d'un T3 qu'on a sur des niveaux qui sont inférieurs ou supérieurs. Pour en faire un T4, c'est ni plus ni moins que votre logement T3 ici, auquel on est venu en effet greffer une chambre supplémentaire avec un logement qui est un peu plus petit au-dessus. On aura l'occasion à la fin de la présentation d'avoir un moment de questions-réponses et là je vais céder la place à Cédric Vermus pour un rappel des monuments historiques et du montage de l'opération. Merci. Donc, bonjour à tous, Cédric Vermus, avocat associé donc, au cabinet Rivière. Je suis tenté de dire on a gardé le meilleur pour la fin, mais je ne suis pas le dernier à avoir la parole, donc malheureusement. En tout cas, pour aller à l'essentiel et vous parler uniquement de fiscalité, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le projet et évidemment qui sont remarquables. En tout cas, du point de vue fiscal, on est sur une opération qui sera avec une double éligibilité, à savoir le monument historique d'une part et le déficit foncier de droit commun d'autre part. Les deux fonctionnent sur le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on prend les dépenses de travaux éligibles. Ces dépenses de travaux éligibles s'imputent prioritairement sur les revenus fonciers de l'investisseur. Si on a plus de dépenses de travaux que de revenus fonciers, ça s'impute sur les autres revenus de l'investisseur, et c'est là que se fait la différence entre les deux régimes. En déficit foncier, on est plafonné à 10 700 € d'imputation, et le reliquat devient un déficit foncier reportable, imputable uniquement sur le revenu foncier les 10 années suivantes. C'est l'inverse qui a été écrit. Faites confiance à ce que je dis. Et donc, effectivement, en tout cas, je vous confirme, déficit foncier, il ne faut pas que je me mette de ce côté-là, il y a la caméra. Déficit foncier, c'est plafonné à 10 700 € et les monuments historiques, c'est sans limitation de montant. Et donc, c'est là où on va s'adresser à des typologies d'investisseurs différentes. Déficit foncier, on va plutôt privilégier ceux qui ont déjà des revenus fonciers positifs, parce que lorsqu'on neutralise les revenus fonciers, on neutralise et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, tandis que quand on neutralise autre chose que des revenus fonciers, on ne neutralise que l'impôt sur le revenu. Donc l'investisseur qui a des revenus fonciers sur cette opération aura plutôt intérêt à la réaliser sous le bénéfice des déficits fonciers, tandis que celui qui a des revenus fonciers pas forcément significatifs, mais en tout cas un revenu global assez substantiel, aura tout intérêt à le faire en un monument historique. Une petite parenthèse, dans un cas comme dans l'autre, on a une obligation de location nue pendant au minimum 3 ans, on a une obligation de conservation de 15 ans lorsqu'on réalise un investissement en monument historique, et l'obligation de conservation, ce n'est pas l'obligation de location, donc son point de départ, c'est l'acquisition du bien, et ça n'empêche pas de faire des donations en cours de route avec le donataire qui reprend à son compte l'engagement et qui le poursuit à son terme. En tout cas, il faut l'avoir en tête, mais ce n'est pas une véritable contrainte opérationnelle. Donc, obligation de location nue, mais on a la possibilité, et ça c'est propre au monument historique aussi, d'avoir justement la possibilité de faire un investissement en résidence principale. L'investisseur qui achète, non pas pour faire du locatif, mais pour occuper le bien, va pouvoir déduire directement de son revenu global 50% des dépenses de travaux. Ce qui n'est pas neutre. L'impact fiscal, 2 choses à dire dessus. D'une part, on l'obtient l'année du paiement des dépenses. Et je le répète, c'est important, l'impact fiscal s'obtient l'année du paiement des dépenses. Ce paiement intervient, on va le voir, lorsque des règlements seront faits à l'ASL. Je reviens un peu plus longuement sur le schéma de l'opération après. Mais retenez, c'est voilà, l'année du paiement qui permet d'avoir l'avantage fiscal. Et il y a 2 choses importantes aussi à dire dessus. Ceux qui vont investir d'ici la fin d'année et régler les dépenses de travaux avant la fin d'année, et donc au plus tard le 31 décembre, pourront avoir un avantage fiscal au titre de 2026. Ceux qui investiront, ou en tout cas, c'est pas la date, on va dire, d'acquisition qui compte, mais en tout cas c'est la date des règlements, et donc ceux qui régleront à compter du 1er janvier 2027 auront leur impact fiscal en 2027, mais surtout pourront demander le bénéfice immédiat. C'est-à-dire qu'on peut demander une modulation du taux du prélèvement à la source qui permet non pas d'être prélevé, en tout cas de faire l'avance de l'impôt sur le revenu toute l'année pour avoir la régularisation en août ou septembre de l'année suivante, mais dès le début de l'année 2027, d'écrire à l'administration fiscale en ajustant son taux de prélèvement et en fait compte d'avoir l'impact, pour le coup, véritablement contemporain par rapport justement au décaissement. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour investir dans ces opérations. Ça marche aussi bien pour le monument historique que le déficit foncier. Par contre, voilà, ça ne marchera pas avec le Malraux ou les autres dispositifs de réduction d'impôt, mais donc ça, c'est quand même, il me semble, une caractéristique forte de ces opérations. Deuxième point, maintenant sur, on va dire, l'importance de l'impact fiscal. J'ai indiqué jusqu'à 62,2% d'impact fiscal, tout simplement 45% d'impôt sur le revenu,
Là, on va regarder la TMI. Donc, en fonction de ces revenus, on est à 0, 11, 30, 41 ou 45%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux qui ont été rehaussés, ça n'impacte pas ni les revenus fonciers, ni les plus-values immobilières, mais je pense que vous l'avez en tête. Mais du coup, on indique 62,2%. Pour aller au bout du bout, parce que j'anticipe un peu les questions, j'imagine, mais j'espère pas trop, pour pas être trop long, on peut éventuellement rajouter les 3 ou 4% de surtaxe Fillon, donc la CEHR, pour les profils un peu costauds. Et pareil, ayez-le en tête, il y a un mécanisme qui peut être tout à fait impactant, significatif, lorsqu'on a des revenus exceptionnels. Et par revenus exceptionnels, j'entends des revenus qui peuvent bénéficier du système du quotient. Je ne vais pas y passer 10 minutes, entre guillemets, mais ça consiste à dire, notamment sur les cessions d'entreprise qui peuvent bénéficier du barème de l'impôt sur le revenu, donc d'avoir un pic de revenus assez conséquent, qui sera divisé par 4 avant d'être imposé au barème de l'impôt sur le revenu, et le supplément d'impôt ensuite multiplié par 4. Mais ce mécanisme justement de diviser par 4 ce revenu exceptionnel, quand on vient mettre un monument historique, enfin un investissement en monument historique en face, voilà, pour un quart du montant du revenu, on efface complètement l'imposition qui est censée venir en face. Ce n'est pas des cas qu'on croise individuellement tous les jours. Par contre, sur l'échelle, enfin à l'échelle d'un projet comme celui-ci, en tout cas sur les opérations monuments historiques qu'on suit, c'est véritablement une cible d'investisseurs récurrente parce que c'est un impact qui est tout à fait exceptionnel pour eux. Pour finir sur cette slide, évidemment, nous ne sommes pas soumis au plafonnement global des niches fiscales. Ce que je vous propose pour poursuivre, c'est de faire des exemples chiffrés. On va prendre un peu de temps sur le premier, ensuite les autres je vous proposerai d'aller directement au résultat, mais parce que la logique sera la même. Ici on a un investisseur donc avec un taux marginal d'imposition de 45% qui a 25 000 € de revenus fonciers annuels et 225 000 € de revenus autres. Il se positionne sur un lot avec 250 000 € de travaux. S'il ne fait rien, ces 25 000 € de revenus fonciers, d'ores et déjà, vont lui générer 4 300 € de prélèvements sociaux. Ces 25 000 € de revenus fonciers plus 225 000 € de revenus autres, ça lui fait un revenu global de 250 000 € et donc un impôt sur le revenu d'un peu moins de 90 000 €. Ça, c'est l'hypothèse de base. Maintenant, cet investisseur bien inspiré réalise justement un investissement monument historique. Il va décaisser 125 000 € en N et 125 000 € en N+1. Ces deux versements vont lui permettre de gommer ses revenus fonciers. Donc tout de suite, il va économiser les prélèvements sociaux et d'imputer la différence, donc 125 moins 25, 100 000 € sur ses autres revenus, et donc de ramener son revenu global à 125 000 €. Et donc son impôt sur le revenu, via la progressivité du barème, va tomber à un peu plus de 35 000 €. Donc l'année où il paye 125 000 € de travaux, il économise 60 000 €. Même chose l'année suivante, et donc si on fait un ratio, il y a un effet de levier fiscal d'un peu plus de 116 000 € pour 250 000 € de travaux, ça fait 47% du montant des travaux financés par l'économie d'impôt. Et un truc important aussi, me semble-t-il, à dire sur ces mécanismes, c'est que du coup, on est vraiment sur un impact fiscal, alors je veux dire one shot, pardonnez-moi l'expression, hein, mais voilà, on l'obtient immédiatement l'année où on paye, et on n'est pas sur des mécanismes où c'est lissé dans la durée, comme on a parfois l'habitude de le voir, notamment sur les mécanismes de réduction d'impôt. L'enjeu, donc pour l'investisseur, c'est de répartir autant que possible, et en tout cas pour vous aussi qui les conseillez, hein, c'est de répartir autant que possible les paiements pour ne venir n'impacter que les tranches supérieures du barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est en fonction de votre client, de regarder son revenu en fonction de son nombre de parts, dans quelle tranche il tombe, et donc c'est de caler, en tout cas de déterminer le montant du règlement, de sorte à venir n'impacter qu'une fois, deux fois, trois fois, en tout cas les tranches supérieures, et pas de remonter la totalité des tranches. Donc l'exemple suivant, c'est un cas d'école, mais c'est pour illustrer ça. Si ces 250 000 €, il les avait payés en N, l'année où il a investi, il aurait ramené tout son revenu à zéro, il aurait économisé et ses 4 300 € de prélèvements sociaux et ses 89 000 € d'hier. Donc ça fait un effet total d'un peu plus de 93 000 €. Donc on dégrade l'effet fiscal de l'investissement, et donc c'est là où c'est pas souhaitable justement de remonter les différentes tranches du barème. C'est plutôt clair, le monument historique. Pour poursuivre, en déficit foncier, donc sensiblement le même investisseur, mais j'ai juste pris 100 000 € de travaux pour illustrer, mais sachant qu'après la mécanique c'est la même. Hein. Donc ici la grande différence, c'est que ces 100 000 € vont toujours lui neutraliser ses 25 000 € de revenus fonciers, donc il va économiser ses prélèvements sociaux. Par contre le déficit de 100 moins 25 égale 75
donc son déficit foncier de l'année, il ne va s'imputer sur ses autres revenus qu'à hauteur de 10 700 €. Et donc le reliquat va devenir un déficit foncier reportable. Et ce déficit foncier reportable ne s'imputera que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. L'enjeu à avoir en tête ici, justement, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux concentrer les paiements et n'imputer qu'une fois 10 700 € sur le revenu global, ou au contraire multiplier les années d'impact pour multiplier les imputations sur le revenu global? Au risque de vous décevoir, je trouve qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste un choix de gestion. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus tard? Parce que quand on va créer son déficit reportable et qu'on va neutraliser d'autant plus de revenus fonciers, on va économiser et l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Tandis que quand on va multiplier les impacts sur le revenu global, on ne va économiser que l'impôt sur le revenu, mais dès l'année où on paye. Il n'y a pas, me semble-t-il, de meilleure ou moins bonne situation. Pour ne pas repartir dans la grande tirade. En tout cas, voilà, la grande différence entre les revenus fonciers et en tout cas la réalisation de l'investissement sous les déficits fonciers ou monuments historiques, donc c'est sur cette limitation d'imputation sur le revenu global. Un cas aussi à avoir en tête, en tout cas moi qui me paraît un peu sous-exploité, alors c'est pas la cible naturelle qu'on a en tête, c'est justement aussi d'adresser des investisseurs avec relativement peu de revenus fonciers sur des investissements déficit foncier. On a la chance d'être sur un programme aussi qui a des plutôt petites typologies et des plutôt petits tickets. L'idée, c'est de caler les paiements, alors là j'ai pris un petit montant aussi pour ne pas multiplier les colonnes, de caler les paiements pour justement multiplier les imputations sur le revenu global et surtout jouer sur la durée de report des déficits reportables, des déficits fonciers reportables. Concrètement, en fait, c'est la logique du meublé. En meublé, le discours usuel, c'est de dire que ce sont des revenus qui ne sont pas fiscalisés. Au fait, en faisant ça, en faisant investir justement quelqu'un sur un déficit foncier avec un petit ticket et qui a peu de revenus fonciers, c'est-à-dire non seulement, potentiellement pendant 10 ans, son investissement ne va pas générer de revenus fiscalisés, mais si on trouve la bonne enveloppe, son ou ses investissements passés en fonction du montant de ses revenus fonciers préalables, pareil, ne donneront plus lieu à imposition non plus, quoi. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais en tout cas l'idée c'est de se dire que voilà, un investisseur en déficit foncier, il n'a pas besoin de percevoir 20, 30 ou 50 000 € de revenus fonciers annuels. On peut raisonner sur entre guillemets des plus petites enveloppes. Je le dis ici, tant que j'ai en tête, cette question d'imputation, enfin de multiplication des années d'imputation sur le revenu global, on raisonne en année civiles. Donc potentiellement c'est 367 jours. C'est le 31 décembre N, c'est toute l'année N plus 1 et c'est le 1er janvier N plus 2. Donc, avant d'inquiéter nos amis promoteurs, voilà, c'est pas 3 ans avant d'être payé entièrement. C'est tout à fait gérable à l'échelle du dossier. Pour les exemples chiffrés, c'est OK? Vous êtes déjà familier un peu de ce type d'opération? Bon, je vois des oui et des non. La question importante, puisque là, je finirai mon intervention là-dessus, l'enjeu c'est de parler de la structuration de ces opérations. Pour faire du déficit foncier ou du monument historique, par hypothèse, on est sur une structuration qu'on appelle en ASL. C'est-à-dire que c'est incompatible avec des ventes en vire ou en VFA, et donc on est contraint de devoir distinguer l'acquisition du foncier d'une part, de la réalisation des travaux d'autre part. Ça ne peut pas être celui qui vend le foncier qui réalise les travaux. Pourquoi est-ce qu'on constitue des ASL? Et c'est là en fait notre cabinet intervient, et je dirai un mot juste après sur l'accompagnement un peu plus global. On constitue des ASL pour unifier la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que d'un point de vue de gestion de l'opération, ça permet d'intervenir à la fois sur les parties privatives et communes dans le cadre de l'ASL, et surtout pour les clients investisseurs. Ce n'est pas eux qui vont devoir signer tous les devis, les contrats, ainsi de suite. Ils deviennent membres de l'ASL, et c'est un peu la même logique qu'une copropriété avec son syndic. Ils sont membres de la copropriété, mais c'est le syndic, entre guillemets, qui fait le sale boulot. En tout cas, qui les occupe et qui est chronophage. Donc l'ASL, c'est aussi cette même logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que l'enjeu fiscal, qui est que ce sont les règlements faits à l'ASL qui permettent de défiscaliser. Donc c'est ce que je vous évoquais au début, quand je vous disais c'est le paiement qui, on va dire, compte pour la défiscalisation. Et en fait, l'ASL va jouer, entre guillemets, le rôle de tampon, un peu de compte séquestre. Donc les versements faits sur le compte de l'ASL permettent en fait de maîtriser d'une certaine manière le calendrier de la défiscalisation,
Et surtout, elle, la SL, une fois que les fonds sont sur son compte, elle ne va régler les différents intervenants, y compris notre cabinet, que conformément à leurs modalités contractuelles et dans tous les cas sur une logique d'avancement. Donc lorsque vous positionnez des clients qui vont régler 100, 200, 300 000 euros en répondant à l'appel de fonds de la SL, donc sur le compte de la SL, ce n'est pas 300 000 euros qui partent dans la nature. Et c'est tout l'intérêt de faire intervenir un administrateur de biens professionnel, donc, qui sera le cabinet Tour et Gestion, qui a l'habitude de ce type d'opération, et donc qui a les assurances et notamment la garantie financière pour protéger les fonds. Donc il y aura une comptabilité qui sera tenue quotidiennement, il y aura une révision, enfin une approbation des comptes qui sera annuelle, et surtout c'est lui qui va instrumenter les paiements, et chacun ne sera réglé que, encore une fois, sur une logique d'avancement. Donc ça c'est le premier point, la SL. Et derrière la SL, donc c'est elle qui va contracter avec le promoteur pour la partie travaux, et dans le cadre de laquelle sera apportée une garantie qui viendra à la fois garantir l'achèvement des ouvrages et aussi le non-dépassement du prix. Et aussi, à côté du promoteur, notre cabinet et celui donc, de Tour et Gestion qui seront des prestataires de la SL et on va dire en lien direct avec elle. Ce qui me semble important aussi donc, de dire ici, ou du moins je reviens plus largement sur ma mission, donc cabinet Rivière, je ne sais pas si vous me connaissez, on est une cinquantaine, historiquement, physiquement on est bordelais mais on intervient dans toute la France. Je ne sais pas si je fais bien de dire qu'on est bordelais à Toulouse. Mais on intervient dans toute la France. Ouais, je prends des risques. Et en fait, nous, la finalité de notre intervention, c'est de garantir la fiscalité de l'investisseur final. Donc nous, on est là, on va dire, d'un point de vue logistique opérationnel, pour constituer la SL, on en tiendra le secrétariat juridique, on suivra les adhésions, on sera l'interlocuteur, on va dire, un peu préférentiel pour toutes les questions justement de vos investisseurs, enfin questions juridiques, pas les questions de travaux, hein, bien évidemment. Ça, on va dire, c'est l'outil, mais en tout cas, la finalité, c'est de pouvoir vous affirmer que lorsque vous présenterez ce produit en commercialisation, l'avantage fiscal qui vous est présenté sera pleinement sécurisé. Et comment est-ce qu'il est sécurisé? D'une part, parce qu'on fera des courriers d'assistance à la déclaration, donc en fonction de ce qui a été versé, on essaie de faire évidemment le plus simple possible en disant c'est tel montant à mettre dans telle case. Ça, c'est important, ça paraît peu, mais en fait, c'est déjà beaucoup, parce que quand on loupe le coche et qu'il faut faire une réclamation après coup, c'est interminable. Donc, en tout cas, les courriers d'aide à la déclaration, premier point, et surtout, on se chargera de répondre aux interrogations ultérieures de l'administration fiscale. Il y en aura, c'est normal, il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait usuel de recevoir ne serait-ce qu'une demande de renseignement qui est quasiment systématique. On va demander, cher monsieur, chère madame, vous avez déclaré tel montant, merci de justifier du montant, de la nature et en tout cas de différents justificatifs sur les travaux. On se charge d'y répondre, c'est forfaitisé dans notre intervention. Le coût de nos honoraires est compris dans j'allais dire, les prix qui seront indiqués sur la grille de prix qui sera communiquée, et tout le SAV, entre guillemets, fiscal, mais qui peut durer des années, parce que tant qu'on a des déficits en report, potentiellement c'est l'année d'imputation plus 3 ans. Dès qu'un de vos clients a une demande, il n'y a pas à réfléchir, vous nous la transmettez, on ne facturera pas en plus, mais parce que je veux dire, à ce stade-là, c'est plus l'enjeu. Nous, l'enjeu, encore une fois, c'est de sécuriser l'investisseur et c'est de pouvoir répondre correctement à l'administration fiscale. Et je veux dire, on sait le faire pour deux raisons. La première, c'est que d'une, nous, on fait que ça. Premier point, et donc on a un peu de recul et d'expérience là-dessus. Et surtout, deuxième point, c'est tout l'enjeu d'accompagner le montage de ces opérations. On est certain que toute la documentation est conforme à l'objectif fiscal recherché, et surtout, on en fait la compilation et l'archivage. Donc on a tous les justificatifs pour répondre. Donc non seulement on le sait faire, mais on est censé le faire de manière plutôt efficace. En tout cas, voilà, encore une fois, la finalité de notre intervention, c'est vraiment de garantir l'investisseur final, c'est de garantir la sécurité aussi juridique de l'opération en cours de réalisation via le suivi de la SL. On ne fait pas juste l'aide d'éligibilité et on disparaît, non. On sera là, et si, alors je pense qu'il y a une répartition en bonne intelligence qui va se faire, mais voilà, si aussi en présentation commerciale entre guillemets du produit, il y a besoin de confirmation juridique ou de juste faire un point pour assurer, on a l'habitude de le faire aussi, donc n'hésitez pas. C'est tout pour moi. Ouais. Merci Cédric. Juste avant que Michael, tu clôtures cette présentation, tout à l'heure, Cédric, vous parlez justement, vous exposez toutes les simulations, les cas d'investissement. Pour ceux qui toutefois n'ont pas l'habitude de travailler ou qui ont besoin d'être accompagnés, n'hésitez pas, vous avez notamment Frédéric Dandurand et Romain dans la salle qui sont présents. On a les simulateurs, on est là pour ça, on est là pour accompagner. Donc sollicitez, on le disait également, le cabinet d'avocats est prêt et capable aussi d'accompagner vos réunions en collaboration avec Vinci et Sporting. Levez la main, appelez-nous et on est là en effet pour répondre à toutes les demandes, tous les besoins.
Il nous est apparu, avant que les travaux commencent de la caserne, donc en fin d'année de cette année 2026, il nous est apparu important qu'on puisse raconter toute une histoire et qu'on puisse l'activer en fait avant qu'elle ait vraiment une transition en travaux à venir. Et on a monté donc avec Sporting Promotion tout un programme d'activation de la caserne qu'on veut au service en fait aussi de nos clients et de vos clients pour montrer le site. Il y a un événement qui a eu lieu il y a 1 an et quelques, c'était les Journées du patrimoine, c'était en septembre 2024, 4, pardon. Et il y a en un week-end 11 000 participants qui sont venus visiter la caserne. Donc ce jour-là, on s'est dit qu'en fait, ce site, il attirait énormément, qu'il attirait la curiosité et qu'en plus, il avait plein de choses à raconter. Et de cet événement-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à l'activer. Donc on a plusieurs briques qui se mettent en danse aujourd'hui. On a une première brique qui est déjà opérationnelle et dont on est extrêmement fiers, je pense, avec Michael. C'est la première, celle de l'hébergement d'urgence avec l'association toulousaine l'UCRM. Avec la ville, on a poussé une mise à disposition des bâtiments de logements officiers et une partie sapeur jusqu'en septembre, parce que ce sont des logements qui sont en bon état pour qu'on ait des familles qui soient mises à l'abri via l'association UCRM, donc dans un cadre extrêmement encadré dans un but de retour vers l'emploi ou vers la société, donc avec un encadrement associatif très fort. Donc l'UCRM est déjà sur site et active cette caserne et on les en remercie extrêmement fort. On a également, avec la ville, convenu de l'installation de l'association Le Cocu, qui est l'association qui porte le carnaval à Toulouse, et donc qui a des besoins logistiques d'espace réguliers, et donc qui va pouvoir, qui occupe des sites pour créer des chars de carnaval. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'associations à Toulouse qui manquent d'espace et de lieux. Donc c'est important aussi pour nous de savoir que la caserne allait pouvoir offrir ces moments-là et ces espaces-là. Et nous sommes en train de concrétiser 2 événements culturels qui nous sont très très chers et sur lesquels on va pouvoir assez rapidement communiquer et confirmer. On va pouvoir au printemps, fin de printemps, avant l'été et après l'été, a priori concrétiser donc la participation. Donc là, pardon, je m'embrouille sur l'installation de 2 festivals culturels sur la caserne qui sont connus des Toulousains. Donc d'abord le festival Mr Freeze, donc qui est un festival de street art, et derrière le festival MAP, qui est un festival de photographie. Et ces 2 festivals, pour nous, ça va être 2 moments forts culturels qui vont réouvrir le site, qui vont permettre à tout le monde, tous les Toulousains, de le reparcourir, de le remettre en valeur. Et on pense que ça va être aussi des moments qu'il va falloir qu'on utilise, nous, pour revaloriser le site. Parce que pour des acquéreurs potentiels, ça va montrer du doigt un peu comment le site peut vivre, comment il peut vibrer. C'était ce qui s'était passé pendant les Journées du patrimoine, on veut le refaire vivre. Voilà, c'est vrai que ça peut faire des moments pour vous, pour vos clients qui auraient acheté, qui hésitent à acheter ou que vous voulez séduire, pour les amener de vivre ces événements-là. Et pour ceux qui connaissent ces deux moments-là, Mr Freeze avait fait ça sur la Maison de la Peinture avant sa démolition. Bon, voilà, c'est un événement quand même qui est connu et qui est représentatif. Et donc nous, on va essayer aussi de gréver des événements là-dedans, des inaugurations, des choses comme ça, sur lesquelles on vous conviera et sur lesquelles c'est l'idée aussi de dynamiser la clientèle à travers ça et de trouver des prétextes pour les faire venir ou découvrir, revenir, voilà. Et après, effectivement, à la fin, on a prévu de faire un livre sur ce projet où on récupérera un livre qu'on vous donnera et qu'on donnera bien évidemment aux clients, une vraie publication. Il y en a eu un que vous pouvez trouver en ombre blanche, notamment sur le projet de rénovation de la cartoucherie, par exemple, mais qui fera un ouvrage avec l'historique, avec les travaux, avec
cette activation temporaire, bon voilà, et puis évidemment le projet fini avec des belles photos. Bon voilà, on se dit que pour un client, enfin, personnellement, j'ai jamais fait de livre sur une de nos réalisations et j'ai pas exclu que j'en fasse pas d'autres. Donc c'est qu'on veut quand même mettre un investissement un peu plus fort que ce que l'on fait habituellement. Bon, je ne vous fais pas la visite que l'on va faire qui va durer environ 30 minutes. A priori, il y a une belle vue des Pyrénées depuis les logements, donc ça vaut le coup de le faire. Je ne vais pas vous faire le déroulé. Et après, on a fait une petite vidéo. Tu dois appuyer, Anna, qui dure 1 minute. C'est pour ceux qui ont la flemme de faire la déballe commerciale. Comme ça, ils envoient ça et puis ils envoient le contrat. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions, tout en sachant que si on fait la visite ensemble, on a 30 minutes encore et plus l'apéro pour continuer d'y répondre. Donc, on peut le faire là, on peut le faire après, c'est comme vous voulez. Moi, je pense qu'on peut y aller.